passionnés du vélo et du Tour de France, les petits curieux. Il y en a qui l'attendaient depuis un petit moment. Je voulais donc commenter l'étape d'Hautacam. Je l'ai bien regardé, j'ai vu en direct un petit peu ce qui s'est passé. Avant de parler de cette étape, évidemment, on se pose une question, tout le monde se pose une question, mais est-ce que les performances de Tadej Pogačar ou de quelques autres coureurs sont naturellement possibles? Est-ce que c'est normal de voir une telle domination? Alors pour vous aider à répondre à cette question, je vous propose tout simplement de vous donner de l'information et ensuite vous aurez des arguments pour pouvoir penser. Parce que pouvoir dire qu'une performance est louche, c'est facile. Pouvoir présenter des arguments pour défendre cette idée, c'est plus compliqué. Mais je vais vous donner du matériel. Voilà. Pour ça, il faut revenir un peu à l'histoire de cette montée, la montée d'Hautacam. La première fois qu'elle a été montée, c'est en 1994. Donc c'est pas si vieux que ça. Et en 1994, moi je m'en souviens, j'étais adolescent à l'époque et j'ai vu en direct cette montée. C'était une étape de plaine en réalité où il n'y avait qu'une seule difficulté qui était la montée finale vers Hautacam. C'était la première fois que ça se faisait. Et ça s'est monté vraiment à une vitesse tambour battant. Ça allait très très vite. Dès les pieds de la montée, il y a eu les premières attaques de quelques coureurs, notamment Alex Zoulet, par exemple, mais qui n'est pas allé bien loin. Et à ce moment-là, Miguel Indurain avait le maillot jaune. Et c'est donc son équipe qui a assuré le gros du tempo, notamment pour contrôler ensuite un certain Marco Pantani, qu'on découvrait à ce moment-là. À l'époque, il avait encore des cheveux. Et Marco Pantani a pris le large dans la montée très rapidement. Il a rapidement pris 20, 30, 40 secondes. Et derrière, pendant quelques kilomètres, c'est essentiellement Jean-François Bernard de l'équipe Banesto à l'époque qui faisait un rythme très soutenu. Et lorsque Jean-François Bernard s'est écarté, il restait encore une quinzaine de coureurs et Miguel Indurain s'est retrouvé tout seul. Et à ce moment-là, Miguel Indurain a jeté un coup d'œil derrière et rapidement il a repris le rythme, il a fait le rythme, il a imposé son rythme, un rythme très rapide. Et un par un, les coureurs s'écroulaient. Donc on a vu Alex Zoulet, qui était un des favoris, se faire lâcher. On a vu Tony Rominger, qui était très attendu. On l'a vu se faire décrocher également. Donc tout ça à la pédale. Et puis, il restait finalement que 3 coureurs qui ont gardé sa roue pendant un petit moment. C'était Armand de las Cuevas, de l'équipe Castorama, à l'époque dirigé encore par Cyril Guimard, il me semble. Il y avait également Richard Virenque, de l'équipe Festina, et Luc Leblanc, de l'équipe Festina. C'est qu'il y a encore une accélération d'Indurain et seul parvient pour l'instant à tenir Luc Leblanc dans la roue de Miguel Indurain. Miguel Indurain lancé à la poursuite de Pantani. Peut-être songe-t-il à une victoire d'étape. Il y a là Richard Virenque également. Bien les Français Virenque, bien de las Cuevas, bien Leblanc. Alors que Pantani est maintenant à 5 km de l'arrivée. Quelle étape! Que de surprises avec notamment la défaillance de Tony Rominger ou de Claudio Capucci. 3 Français dans la roue du roi Miguel, de las Cuevas. Ces 3 coureurs vont s'accrocher tant bien que mal. Le seul qui réussira vraiment à rester avec Miguel Indurain jusqu'au bout, c'est Luc Leblanc. Et Miguel Indurain va ramener Luc Leblanc sur Marco Pantani. Et au final, eh bien, les 3 coureurs arrivent dans un mouchoir de poche et c'est Luc Leblanc qui va s'imposer. Donc le vainqueur moral de cette étape, ça avait été Marco Pantani. Malheureusement, il termine 3e parce qu'il s'est fait rejoindre sur la fin de l'ascension. Et le vainqueur aussi physiquement, qui a fait une grosse performance, c'est évidemment Miguel Indurain, Luc Leblanc également. Et le temps de l'ascension était en 1994 de 35 minutes et 20 secondes. Et on sait aujourd'hui que ces performances des années 90, au milieu des années 90, correspondaient à l'apogée d'une époque où le cyclisme était sous perfusion d'EPO, donc une hormone qui augmente la production de globules rouges. Et donc, voilà, maintenant, c'est un secret de polichinelle que dans l'équipe Banesto, le recours à cette méthode de dopage était très employé. Et l'équipe Festina, on le sait évidemment, hein, ça avait été une organisation d'équipe, hein, on l'a appris après en 98, mais en 94 c'était déjà le cas. Et donc Luc Leblanc, Richard Virenque, évidemment, avaient recours à ce dopage très puissant qui était l'EPO, qui augmente les performances d'environ 8 à 12%. C'est-à-dire que sur un effort comme celui-ci, la puissance que vous allez développer en plus, c'est 8 à 12%. Donc c'est considérable. Et Armand de las Cuevas aussi, qui s'était accroché pendant un bon moment, on savait aussi, et il est décédé aujourd'hui, mais on a su aussi que c'était un coureur qui avait largement recours au dopage. Il y a quelques affaires qui ont entaché
sa carrière. Donc finalement, ce que vous observez, alors bien sûr j'ai oublié Marco Pantani également, recours au dopage évidemment. Donc ces coureurs que je vous ai cités là ont monté en 35 minutes 20, et ce jour-là, les conditions météo étaient très intéressantes puisqu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de chaleur, c'était un temps avec du brouillard, c'était plutôt un temps frais, il faisait très frais, donc les conditions étaient favorables pour produire un gros effort. De plus, il n'y avait pas de difficulté avant. Et donc ils ont monté en 35 minutes 20. Certes avec des vélos un peu plus lourds qu'aujourd'hui, pas beaucoup plus, environ 1,5 kg en plus que les vélos qu'on a vu arriver dès le début des années 2000. Mais voilà, le temps réalisé en 1994 par ces coureurs qui avaient largement recours au dopage est le même que celui de Tadej Pogačar, de 35 minutes et 23 secondes. C'est ce que j'ai chronométré moi, c'est ce qu'on a vu là il y a quelques jours. Donc c'est le même temps. Premier élément pour vous aider à réfléchir, que je vous donne là. Voici le second. 2 ans plus tard, Hautacam, de nouveau, on a une ascension, et c'est Bjarne qui va faire l'ascension la plus rapide. Bjarne va monter en 34 minutes et 40 secondes, et ça sera le record, et c'est toujours le record. Et il a décroché Richard Virenque, Laurent Dufaux et Luc Leblanc, qui étaient dans son sillage pendant assez longtemps, et qui vont perdre seulement une petite minute sur lui. Donc Richard Virenque, Dufaux, Luc Leblanc vont monter tout de même en 35 minutes 40 à peu près. Et Bjarne évidemment, en 96, il l'a avoué, il a expliqué, vous irez voir sur YouTube, il y a une vidéo où il explique ce qu'il prenait comme dopage. Évidemment, il y a l'EPO, l'hormone de croissance, la cortisone, mais également des amphétamines, de la cocaïne. C'est un mélange à la fois de dopage et de drogue, antidouleur très puissant. Et donc, la performance de Bjarne est actuellement le record dans cette ascension, 34 minutes 40. Les conditions météo étaient chaudes, mais pas aussi chaudes que ce qu'on a eu il y a quelques jours. Donc c'était plutôt 4-5 degrés de moins, donc plutôt avantageux. Et il y avait des ascensions avant. Et un point très important, c'est qu'en 94 et en 96, nous avons 21 coureurs en 94 qui vont monter en moins de 38 minutes. En 96, il y en a une quinzaine qui vont monter en moins de 38 minutes. Ça, c'est un point important. Cette ascension sera refaite dans les années 2000. Alors, en 2000, c'est Lance Armstrong qui va faire la montée la plus rapide. Il va monter en 36 minutes 20, 36 minutes et 20 secondes. Bon, alors Lance Armstrong, on sait très bien qu'il avait recours au dopage. Il a avoué, on sait quel protocole il utilisait, c'était du même ordre que celui de Bjarne Riis. Voilà, donc ça c'était en 2000, et les conditions météo étaient ce jour-là humides, donc il faisait pas très chaud, il avait plu, et une partie de l'étape s'est passée sous la pluie. Donc c'est une performance qui n'est pas impactée par les conditions thermiques. Parce que les conditions thermiques, s'il fait très très chaud, c'est compliqué de produire une grande puissance comme ça sur un effort de 35 minutes. Donc retenez bien, pour l'instant les premiers temps qu'on a c'est 35 minutes 20, 34-40, 36-20. Les coureurs qui les ont réalisés sont tous des coureurs qui utilisaient le dopage au taquet. C'était vraiment full power, on y allait. L'affaire Armstrong, évidemment, va rapidement faire du remous. Et en 2008, on revient à Hautacam. Et après l'affaire Armstrong, on va vivre une période pendant quelques années. La société qui organise le Tour de France va essayer de laver plus blanc que blanc et de faire un maximum d'efforts pour écarter des coureurs suspicieux. On l'a vu notamment qu'à cette époque-là, Michael Rasmussen a été un petit peu écarté, alors qu'on n'avait pas encore, je dirais, de preuves officielles. On a vu également, cette année-là, en 2008, l'équipe Saunier Duval, qui venait de remporter l'ascension d'Hautacam avec 2 coureurs, qui étaient Piepoli et José Cobo, qui arrivent tous les deux ensemble. Et bien cette équipe est exclue du Tour de France. Pourquoi? Parce qu'un des coureurs de l'équipe, Ricardo Rico, a été contrôlé positif à l'EPO, un EPO de 4e génération. Résultat, c'est toute l'équipe qui est évacuée. Et donc l'équipe qui avait remporté cette étape-là, Saunier Duval, donc avec Piepoli qui arrive juste devant José Cobo, je crois qu'ils arrivent main dans la main ou quelque chose comme ça. Eux, ils ont monté en 37 minutes et je crois, je vérifie sur mon tableau ce que j'ai noté, 37 minutes et 32 secondes, voilà. Et ça, c'était en 2008, et on sait que ces coureurs-là avaient recours au dopage. Alors, Piepoli, c'était pas un coureur qui avait la classe de Miguel Indurain, ou le talent d'autres grimpeurs comme Marco Pantani.
Et c'est peut-être pour ça que le temps qu'il réalise n'est pas aussi performant que les performances de Miguel Indurain ou de Marco Pantani par exemple. Donc on a ces deux coureurs-là qui sont exclus et qui ont monté en 37 minutes 30. Et il faut savoir que l'équipe Sodexo Duval est dirigée par Mauro Gianetti, qui est l'actuel manager de l'équipe UAE de Tadej Pogačar. Il faut quand même le rappeler, hein. Mauro Gianetti, il a quand même un passé assez sulfureux. C'est un secret de polichinelle de savoir qu'il avait été hospitalisé d'urgence et qu'il a failli y rester dans les années 90 parce qu'il avait voulu utiliser un traitement qui n'était pas, je dirais, utilisé dans le commerce encore, qui était à un stade expérimental. C'était des PFC, en gros un gaz soluble qu'on injecte dans le sang pour transporter l'oxygène. Voilà l'histoire qui existe à propos de ce joyeux manager. Donc voilà des éléments déjà qui tout de même devraient nous inviter à réfléchir et à avoir quelques arguments de réflexion pour se dire que ces performances sont un petit peu suspectes. Alors on peut continuer puisqu'il y a eu d'autres ascensions. L'ascension suivante, c'est 2014. Elle est remportée par Vincenzo Nibali et il est monté en 37 minutes et 25 secondes, qui est un temps remarquable. Et Vincenzo Nibali est, je dirais, un coureur qui n'a jamais été impliqué directement ou même indirectement dans une affaire de dopage. Il a, en tout cas, s'il s'était dopé, il serait passé à travers toutes les mailles. Il ne s'est pas repenti non plus. Donc a priori, c'est un coureur qui semblerait avoir réalisé des performances des plus réglo. Bon, j'en sais rien, je ne peux pas le garantir. Mais la réputation qu'il a finalement dans le peloton, et dans ce qu'on connaît de l'histoire du dopage et du cyclisme, Vincenzo Nibali est plutôt passé au travers tous ces problèmes-là. Donc en 2014, le deuxième du tour, c'est Jean-Christophe Perrault, qui lui est monté en 38 minutes, je ne veux pas de bêtises, Jean-Christophe Perrault était monté en 38 minutes et 41 secondes. Quasiment le même temps que Thibaut Pinot, hein, qui arrive quelques secondes avant lui. 38 minutes 40. Donc voilà, on est à des temps un peu plus raisonnables, de 38 minutes. Après cet épisode de d'ailleurs, en 2014, on a aussi Bardet et Mollema qui sont montés un peu moins vite encore, en 39 minutes et 20 secondes. Voilà, donc pour vous donner quelques repères. Et dans les années 2010, dans cette période-là, au milieu des années 2010, c'est le moment où les performances étaient les plus modestes. C'est des performances de haut niveau, hein, mais on montait moins vite. Donc ça, c'est un point important. Entre les années 90 et 20 ans plus tard, en gros en 2014, eh bien, on va moins vite dans les montées. Et c'est largement significatif, on va moins vite de 2 à 3 minutes. Donc c'est quand même considérable sur une montée d'Otakam, hein. C'est l'écart qu'il y a entre 1994 et 2014. Et puis 2022, on y est revenu, c'est donc Jonas Vingegaard qui fait le meilleur temps. C'est à ce moment-là qu'on voit Pogačar avoir une défaillance, notamment, à coincer. Et Jonas Vingegaard, il est monté en 36 minutes et 41 secondes, c'était donc en 2022. Et ce jour-là, il prend une petite minute d'avance sur Pogačar. Donc, 36-40, c'est le temps de Vingegaard, mais c'est un temps qui correspond à une valeur qui est très proche du temps de Lance Armstrong, qui était monté en 36 minutes 20 par exemple. Donc on est sur des performances tout de même qui sont de l'ordre de ce qu'on observe chez les coureurs qui étaient largement dopés. Et on a vu sur cette étape-là, donc 2025, ce qu'on a vu, c'est que Tadej Pogačar est monté en 35 minutes 20, donc c'est le temps qui a été réalisé en 1994. Et il a surtout fait l'ascension tout seul. Ok, parce que il est parti dès le début du col quasiment, hein. Il a un équipier qui lui a fait 1 km à bloc, il s'est écarté, et il est passé devant, et il a mis la poignée à droite, et le moteur est parti à bloc jusqu'au sommet. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des gens qui disaient que l'année dernière, au plateau de Bay, il a battu Marco Pantani parce qu'il est resté longtemps dans les roues, etc. Non, en fait, dans les calculs qu'on faisait pour calculer la puissance, on en tient compte. Et aujourd'hui, il a fait toute l'ascension tout seul, et la puissance qu'il développe à Otakam est la même que ce qu'il a développé au plateau de Bay, hein, à plus ou moins quelques watts près. C'est-à-dire 450 watts étalon. Ça veut dire qu'on étalonne la puissance pour un cycliste moyen de 70 kg. Et bien la puissance de Pogačar, c'est 450 watts pendant 35 minutes et 20 secondes. À le plateau de Bay, c'était en 39 minutes 30.
Même puissance, 450 watts. C'était la même chose à Valmeinier cette année au Dauphiné Libéré, 450 watts pendant 39 minutes. Donc on voit les mêmes valeurs qu'on retrouve par calcul. Et ça, c'est une puissance stratosphérique, hein. C'est donc une puissance qui est, en réalité, c'est équivalent, ce qu'il a fait, à ce qu'a réalisé Bjarne Riis. Parce que Bjarne Riis l'a réalisé avec des conditions météo qui étaient meilleures, il ne faisait pas aussi chaud, et surtout, il a bénéficié tout de même de l'abri d'équipiers pendant beaucoup plus longtemps. Il y avait Jan Ullrich qui était son fidèle équipier à ce moment-là, et il ne s'est pas retrouvé tout seul dans le vent au kilomètre 1 jusqu'au sommet. Donc la performance aujourd'hui que Pogačar a fait, là, cette année, c'est pour moi équivalent à ce qu'a fait Bjarne Riis. C'est pas mieux, on peut considérer que c'est du même ordre, parce qu'il faisait également très chaud, et cette chaleur qu'on a eue cette année, ça rend les performances beaucoup plus difficiles, hein. Et moi, ce que je retiens de cette montée, c'est que les temps raisonnables qui sont accessibles pour des humains, c'est autour de 38 minutes. Dès qu'on est en dessous de 38, on peut se poser des questions. Voilà, entre 38 et 39, c'est des temps qui sont, à mon avis, humainement accessibles pour les meilleurs cyclistes du monde, évidemment, hein, pas pour le cycliste lambda qui s'entraînerait beaucoup et qui, même en ayant recours au dopage, n'y parviendrait pas. Mais pour les gens qui ont vraiment des qualités naturelles, beaucoup d'entraînement, c'est possible. Et donc ça représente une montée qui se fait autour de 400 watts, 410 watts maximum, quoi, hein. C'est donc les limites du possible. Donc les coureurs qui sont dans cette zone, sur cette étape, il n'y en a pas beaucoup. Vous avez Florian Lipovic, Oscar Onley, Tobias Johannessen, Remco Evenepoel, Kevin Vauquelin qui fait une très belle montée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques coureurs qui ont publié leur puissance. C'est le cas d'Oscar Onley, Tobias Johannessen et Kevin Vauquelin. Et donc les puissances qu'ils ont publiées sur Strava nous permettent de vérifier que les calculs qu'on fait sont justes. Parce que quand on recalcule à partir de ce qu'on a vu sur la course, de ce qu'on connaît de ces coureurs-là, de leur poids qui est donné, eh bien on trouve des valeurs de calcul qui sont identiques à ce qu'ils publient sur leur capteur de puissance. L'incertitude de calcul, c'est aller plus ou moins 7 watts. Voilà, c'est le maximum que j'ai observé. Donc globalement, vous avez des coureurs capables de monter en moyenne à 400 watts étalon, et puis vous avez Pogačar qui lui va monter à 450 watts. Ce qui est fascinant, c'est l'énorme différence de performance qu'il y a, parce que en réalité, dans les années 2000, il y avait seulement 4, 5, 6 coureurs qui montaient en moins de 38 minutes, à l'époque Armstrong. En 2014, pardon, il n'y en avait qu'un seul. C'était Vincenzo Nibali. Tous les autres coureurs étaient en dessous de 38 minutes, enfin au-delà. En 2022, il n'y en avait que deux. C'était Vingegaard et Pogačar. Et cette année, il y en a de nouveau que deux principalement, Tadej Pogačar et Vingegaard. Lipovic termine, je crois, un tout petit peu moins de 38 minutes, 37,56. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez seulement un ou deux coureurs qui arrivent à descendre en dessous des 38 minutes. En 1994, vous en aviez 20. 20 coureurs. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Ok ? Donc, très clairement, si on a des références en fait, qui nous permettent de savoir qu'il y a recours au dopage, c'est qu'on sait très bien que dans les années 90, le dopage à l'EPO, l'hormone de croissance qui était indétectable, la cortisone qui était également indétectable, etc. Ça, c'était monnaie courante. Et donc, on avait des pelotons qui roulaient à des allures de fou. C'était de la folie. Et ça, c'était encore un peu vrai sous Armstrong. Ça commençait un petit peu à s'arranger. Et quand Armstrong est parti, il y a eu une période qui a vraiment été beaucoup plus favorable, dans laquelle on a vu un cyclisme un peu plus cohérent. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de dopage, hein, parce qu'en réalité, il peut y avoir malgré tout du dopage avec des méthodes très poussées. Simplement, c'était probablement beaucoup moins généralisé, voire très peu généralisé en réalité, je pense, à certains moments. Et que les éventuels coureurs dopés, il y en avait, mais ils n'étaient pas des coureurs qui avaient un potentiel exceptionnel, et donc ils passaient de bons cyclistes à coureurs qu'on pouvait voir un petit peu en avant, mais voilà, on n'avait pas une telle vision du sport à ce moment-là. Donc voilà, ça fait quand même des éléments de réflexion qui sont quand même pas négligeables. Alors évidemment, récemment, il y a des journalistes qui voulaient me poser des questions sur le matériel. Alors moi, j'ai pas trop le temps de causer avec les journalistes, j'ai pas besoin non plus, puisque je le fais très bien ici. Et
un des arguments qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est de dire ouais, mais le matériel a évolué, donc c'est normal qu'on arrive à battre des records. Alors, ça relève d'un mythe, d'accord? Oui, les vélos de 1995, c'est plus les mêmes que les vélos d'aujourd'hui. La principale différence repose dans le poids. Un vélo des années 90 était autour de 8,5 kg. Le vélo aujourd'hui, c'est 6,8 kg. En réalité, depuis le début des années 2000, il y a une règle qui impose que les vélos fassent 6,8 kg. Donc sur le poids des vélos, ben en fait, c'est pas énorme la différence. Ok, ça représente quelques watts entre les vélos des années 90 et les vélos d'aujourd'hui. Et dans une ascension, le poids d'un vélo, c'est le principal problème. Or, le poids des vélos est plutôt standardisé depuis 25 ans. Et même le vélo de Marco Pantani, à Plateau de Beille, était plus léger que celui de Tadej Pogačar en 2024. Il y a des gens qui ont retrouvé, hein, parce que le vélo il est connu, on connaît le matériel qu'il y avait dessus, donc c'était un cadre en titane extrêmement léger. Donc en réalité, déjà, Marco Pantani roulait sur des vélos qui étaient équivalents à ce qu'utilise Pogačar en termes de poids. Alors après, il y a des gens qui supposent que le coefficient de traînée aérodynamique du vélo est tellement meilleur aujourd'hui que ça va super vite maintenant. Alors ça peut être vrai un petit peu, mais sur des grandes vitesses. À 50 km/h, ça va être significatif. Là, on est dans des montées de col qui se font entre 20 et 22 km/h, 23. Et à ces vitesses-là, si vous voulez, la part aérodynamique, par rapport à la gravité qu'il faut vaincre, ça représente une toute petite partie de 10% quoi, de la puissance à vaincre, hein, 10-12%. Donc voilà, donc si vous améliorez l'aérodynamisme du vélo, d'un petit chouïa, déjà juste l'aérodynamisme en général c'est 10-12% de ce qu'il faut produire comme énergie, mais le vélo représente une toute petite partie. Le vélo c'est 17 à 20% de l'aérodynamisme, parce que ce qui représente le plus, c'est le cycliste. Donc si vous avez un cadre un peu plus profilé, etc., sur l'ensemble, ça va représenter 2 watts d'écart dans une montée de col comme ça. 2 watts. L'autre hypothèse, c'est qu'ils auraient des meilleures pneumatiques. Dans l'ensemble, les pneumatiques sont meilleures. Mais il y avait quelques exceptions. Et je vous invite à aller voir le site de Alban Lorenzini, qui s'appelle Cycléforme. Il a fait plein d'études sur le matériel. C'est un ingénieur qui s'est reconverti en entraîneur, et lui, il teste le matériel, il a des bancs de mesure, et donc il peut tester le coefficient de roulement des pneus, etc. Et il a fait un article l'année dernière où il a constaté que les boyaux utilisés par Marco Pantani, dans les années 90, ont un coefficient de roulement aussi efficace que les fameux Grand Prix Continental GP5000 utilisés aujourd'hui, qui sont les meilleurs pneus du marché. Donc déjà, dans les années 90, il y avait des boyaux qui avaient un rendement, une efficacité au roulement qui était équivalente aux meilleurs pneus aujourd'hui. Donc dans l'ensemble, oui, les pneus sont un peu meilleurs, mais il y avait déjà des très bons pneus, et notamment ce qu'avait utilisé Marco Pantani, c'était déjà au top. Donc non, l'amélioration du matériel en réalité ne compte pour quasiment rien dans l'amélioration des performances. Si vraiment le matériel comptait, eh bien nous aurions vu les performances évoluer peut-être, à la hausse. Ce qui n'est pas du tout le cas. Entre les années 90 et 2025, eh bien pendant très longtemps, les performances ont été à la baisse. Elles ont été à la baisse globalement jusqu'à l'arrivée de Tadej Pogačar. À partir de l'année 2020, on voit les performances de nouveau s'envoler. Donc ça vient totalement détruire l'argument de dire le matériel explique l'évolution. Le matériel n'explique absolument pas l'évolution. Je lisais même un article hier qui était balancé dans les médias traditionnels, histoire de faire un peu, d'essayer de justifier l'impossible, où on racontait que maintenant les coureurs ne montent plus en danseuse parce que le matériel est meilleur, ça réagit mieux, etc. et que du coup, ils ont plus besoin d'être en danseuse, etc. C'est du pipeau. En fait, le rendement mécanique d'un vélo, dans les années 90, c'était déjà 98,5%. Alors le rendement mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous appuyez sur la pédale, combien de watts va ressortir sur la roue arrière, sur le pneu. Donc si vous mettez 400 watts sur la pédale, bien sur le pneu, il en ressortait 392, 395 à l'arrière. Et ce rendement mécanique, vous ne pouvez pas le rendre supérieur à 1. Ça veut dire qu'au mieux, si vous arrivez à améliorer un tout petit peu, vous gagnez 3-4 watts.
vous arrivez à un rendement de 99%. Mais vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin. Le rendement d'un vélo des années 90, il n'est pas beaucoup moins bien que le rendement d'un vélo moderne. Je parle du rendement mécanique. Hein. Le rendement mécanique, c'est le couple, j'appuie sur la pédale, le plateau, la chaîne, la roue arrière qui se déforme, le cadre, le contact pneu, route, etc. Hein, c'est là qu'il y a toute la chaîne de perte de rendement. Et le rendement d'un vélo, en fait, il est déjà très bon depuis longtemps. Il y a très longtemps qu'on sait que le rendement mécanique, il est à 98, quoi. 98%. Et donc vous ne pouvez pas aller à 100%, c'est pas possible. Si vous arrivez à 99, c'est déjà extraordinaire. Et donc il y a tout un enfumage à ce niveau-là de faire croire que les vélos évoluent. Et je vais même ajouter quelque chose. Souvent on croit que le carbone c'est mieux, c'est plus rigide, etc. Mais c'est pas vrai. Le carbone est moins rigide que l'acier. Vous prenez deux tubes de poids identiques, eh bien le plus rigide sera l'acier. L'acier sera plus rigide qu'un tube de carbone de poids identique. Voilà, c'est juste des lois de la résistance des matériaux. C'est comme ça. Donc en fait, il y a tout un tas de mythes. Et ces mythes sont entretenus évidemment par toute l'industrie du vélo, par les médias. Et ça se comprend. On est dans une société du capitalisme où il faut créer une obsolescence de tout. Donc il faut créer des vélos qu'on va considérer meilleurs, etc. Il y a quelques innovations sympas, comme les freins à disque par exemple. Des dérailleurs électriques, mais est-ce qu'un dérailleur électrique apporte quelque chose au vélo par rapport à un dérailleur à câble sur le rendement? Non, rien du tout. Même Alban Lorenzini, sur son blog, il rapporte aussi que, par exemple, les chaînes de vélo aujourd'hui, sont faites pour des cassettes à 12 vitesses, alors qu'avant il pouvait y en avoir que 10, sont du coup plus fines et ont moins bon rendement. C'est ce qu'il constate, il a constaté que les chaînes 12 vitesses peuvent avoir un rendement mécanique moins bon que des chaînes 10 vitesses d'il y a 15 ans, par exemple. Parce qu'elles deviennent trop fines, parce que du coup, on va avoir une chaîne qui perd en efficacité. Donc en fait, c'est vraiment un mythe, l'histoire des vélos. C'est un mythe, et c'est un mythe pour entretenir l'enfumage. Et ça va tout à fait, je dirais, avec l'idée d'une société capitaliste qui considère que l'on va toujours pouvoir croître en continu, dans un monde qui serait fini. Et bien pour le matériel, c'est pareil. On veut faire croire aux gens que le matériel évolue tout le temps à la hausse, que l'entraînement évolue, que les sportifs évoluent. Mais ça, c'est le mythe du capitalisme. C'est un récit qui consiste à faire croire qu'il n'y a aucune limite, quoi. Et en fait, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Si on étudie les performances des coureurs d'avant, on voit bien qu'il y a quelques améliorations matérielles, évidemment. Hein, le vélo de Faustocopie et celui d'aujourd'hui, c'est pas les mêmes. Ça, c'est clair, il y a une différence. Mais en fait, il y a très longtemps qu'on a des vélos qui ont un très bon rendement, qui sont très légers. Et donc, on plafonne depuis un petit moment déjà à ce niveau-là. Et on ne pourra pas avoir un vélo qui dépasse un rendement de 1. Voilà, c'est juste pas possible. En ce qui concerne l'évolution de l'entraînement. Alors, l'entraînement avec quelqu'un qui est débutant ou qui est peu entraîné, le fait de s'entraîner, d'avoir des méthodes d'entraînement plus modernes, lui permet de progresser un peu plus vite. Lui permet d'atteindre son plein potentiel plus rapidement, lui permet aussi d'éviter de se blesser, de mieux gérer les charges d'entraînement, etc. Mais l'évolution de l'entraînement, pour les sportifs de haut niveau, depuis les années 90 par exemple, eh ben, elle permet pas vraiment, si vous voulez, de faire évoluer le plafond de performance maximale du cyclisme. Globalement, les évolutions de l'entraînement, elle permet de mieux gérer les charges d'entraînement, de planifier pour avoir effectivement des pics de forme au bon moment. Elle permet d'optimiser la récupération, tout ça avec également la nutrition qui fait également partie du protocole de préparation. Ça permet également de mieux gérer nos ressources énergétiques en fin de course et donc d'être capable, avec à la fois une optimisation de l'entraînement et de la nutrition, d'être plus performant à la fin de l'étape. Ça veut dire juste terminer moins épuisé et donc avoir la capacité de toujours venir à son plein potentiel. En revanche, l'évolution de l'entraînement depuis les années 90 n'a pas permis d'élever la valeur seuil du plein potentiel du sport de haut niveau. C'est pas ça qui a fait progresser. Ce qui a fait progresser, c'est essentiellement, on l'a vu, c'est les protocoles de dopage dans le sport, c'est quelques évolutions technologiques, mais l'évolution de l'entraînement ne permet pas d'élever le niveau de l'humain. Pas vraiment. Elle permet d'optimiser le moment où il est en forme, de gérer les récupérations, d'optimiser la capacité à avoir encore des ressources
des ressources énergétiques pour bien finir l'étape et terminer quasiment à son niveau max. Voilà ce que ça permet. Mais le niveau maximal du sportif d'élite, en 30 ans d'entraînement, moi, j'observe pas d'évolution du niveau maximal du sportif d'élite, indépendamment des facteurs que sont le dopage, par exemple, ou les évolutions matérielles. On peut imputer quasiment 99% du progrès dans le sport au matériel et au dopage, et absolument pas au fait qu'on a une nouvelle méthode d'entraînement par intervalle training qui fait que le VO2 max d'un seul coup passerait de 85 à 90. Ça, c'est pas vrai. Vous comprenez? Il n'y a aucune méthode d'entraînement qui permet à un sportif qui a déjà 88 de VO2 max, qui est déjà au top niveau mondial, d'un seul coup de passer à 95. Il n'y a aucune méthode d'entraînement qui permet de le faire. La seule chose qui permet de le faire, ça sera des dopages sanguins, type transfusion sanguine, EPO, autres méthodes avec, je sais pas moi, la thérapie génique sur les mitochondries, ou de l'hémoglobine de ver marin par exemple. C'est quelque chose qui a laissé actuellement dans quelques laboratoires en France. Enfin, c'est ça qui permet de vraiment augmenter le VO2 max. Les méthodes d'entraînement ne permettent pas de faire déplafonner le niveau maximal du VO2 max depuis 30 ans. Récemment, j'ai lu un article où on parlait du jus de cerise qu'aurait utilisé l'équipe de Ben Illy, parce que paraît-il dedans il y aurait des antioxydants. Enfin, c'est pas une nouveauté, je veux dire. Les antioxydants, ça fait belle lurette qui sont présents dans les boissons de récupération. Je veux dire, il y a 25 ans, les stratégies de nutrition et récupération comprennent déjà des glucides, des protéines, des minéraux, des antioxydants. C'est pas du tout une nouveauté. C'est juste que là, il y a une marque qui décide de faire un nouveau produit à base de jus de cerise parce que dedans, il y aurait un polyphénol favorable, tout ça, etc. Mais en fait, c'est juste un business, quoi, vous comprenez? Aujourd'hui, c'est le jus de cerise. Il y a 10 ans, c'était le jus de betterave. Bientôt, ce sera autre chose. Ça ne change absolument pas les choses dans les grandes largeurs. Tout ça, c'est essentiellement du marketing, d'une société capitaliste qui décide à un moment donné de valoriser quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on a le sport, les médias, qui vont mettre en scène tout ça et nous vendre du jus de cerise comme étant un super produit de récupération. Oui, c'est meilleur que le Coca-Cola, il n'y a pas de doute, mais c'est absolument pas ça qui explique les performances. Qu'est-ce que je pouvais vous expliquer d'autre que j'avais noté d'important? Je regarde ce que j'ai noté. Mais j'ai à peu près fait le tour, hein, je pense, pas avoir oublié grand-chose. Donc là, ça vous donne quelques éléments pour bien réfléchir. Et le dernier que je vais vous donner pour mettre les choses en perspective, c'est que le gros problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a un coureur qui domine tous les autres, mais d'une catégorie. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un professionnel avec des amateurs. Parce que l'écart de performance qu'il y a, de puissance qu'il y a entre Pogačar et les autres, c'est entre ses prétendants directs, hein, on va dire ceux qui sont troisième, ceux qui sont à la place 3, 4, 5 du podium, c'est environ 10% de puissance. Voilà. Dans les montées de fin de course, ou dans le contre-la-montre qu'on a vu, c'est 10% d'écart. Et 10%, mais c'est pas possible. Imaginez Usain Bolt qui arrive avec 1 seconde d'avance sur les autres. Non, Usain Bolt, il a 1/10 d'avance. Allez, 12 centièmes éventuellement. Là, on parle de 10%. Vous voyez? C'est pas la même chose. Imaginez un marathonien qui arrive avec 12 minutes d'avance. Pratiquement, quoi. Ok? C'est 10% l'écart. Et ça, c'est un problème. Et ça nous montre qu'il y a quelque chose de pas normal. Ça, c'est un élément clé. Vous ne pouvez pas avoir un écart pareil avec les meilleurs cyclistes du monde. Vous ne pouvez pas avoir un gars qui serait là-haut, quoi. Ça, c'est pas possible. Par la génétique, parce qu'il serait doué, etc. Ça, niette. C'est pas vrai. Moi, je n'y crois pas. Donc, il y a autre chose. Donc là, je vous ai donné des arguments pour réfléchir. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous donner comme élément de réflexion. J'ai mis un article où il y a le lien en dessous, vous pourrez aller voir où je rapporte tous ces temps-là. Il y a des liens sur les vidéos des montées de 94, 96 si vous voulez revoir ces ascensions qu'on peut retrouver sur YouTube. Les liens pour aller voir aussi les ascensions de Kevin Vauquelin, Oscar Onley qui ont publié sur Strava par exemple. Donc ça vous donne de quoi un petit peu regarder les choses pour essayer de vous faire votre propre avis. Moi, le mien, vous l'avez compris, hein, on a le droit de penser ce qu'on veut, et moi, j'aime bien penser avec des arguments,
avec des éléments, et moi je vous les partage, et ça vous permet d'avoir votre propre pensée. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre, je ne sais pas laquelle.